quoi? Taisez-vous. Non mais cet homme est ahurissant. Porte-parole du gouvernement. Ce que vous venez de faire, c'est super. Je vais vous parler d'un livre, les amis, que j'ai fini il y a peu de temps. Et d'ailleurs, j'ai lu la dernière page dans l'autobus. C'est marrant. Ouais, on s'en fout. L'amour augmenté, nos enfants et nos amours au XXIe siècle, c'est signé Nicolas Bouzou. Je vous en ai parlé, je vous en ai dit quelques mots déjà il y a quasiment une semaine, mais aujourd'hui on va se le farcir en entrée et en entier, parce que c'est du miel. Alors l'ami Nicolas, c'est lui. Si jamais si vous avez un doute, ça se passe de commentaires. Hein, on a bien compris qu'on n'était pas sur un champion de MMA, ni sur un première ligne de rugby, mais pas de jugement au faciès. Qui suis-je? Qui suis-je? Hein. Gaulé comme un barbapapa, suis-je légitime à critiquer un économiste présenté en 4e de couverture comme un essayiste spécialisé dans l'économie? Nicolas Bouzou a fondé Asterès, une société d'analyse économique et de conseil. Et là, une société de conseil. Donc déjà, tu as compris que tu étais sur quelqu'un de sérieux. Voilà. Donc, pour vous présenter le bonhomme et passer rapidement sur ce qu'on s'était dit la dernière fois, mais je vais vous le redire. Si vous voulez, pour voir à peu près qui est Nicolas Bouzou, vous prenez Gabriel Attal, vous rajoutez une pincée de testostérone, mais comme dit, c'est pas Chuck Norris, et surtout, vous rajoutez une bonne louchée d'ultralibéralisme. C'est qu'à côté, Bruno Le Maire, c'est quasiment un marxiste. Quasiment. Nico Bouzou, c'est roue libre. Roue libre sur l'ultralibéralisme. On y va plein badin. Pour vous donner une petite idée à la fois de la conception sociétale du bonhomme et de l'aveuglement volontaire, voire de la bêtise, hein, je vous laisse seul juge de ça. Je vais vous lire ce que nous dit Nico, page 67, dans une rubrique intitulée « Pour une GPA éthique ». Tu vois, j'ai mis en rose, parce que j'ai une approche sérieuse du travail. Nicolas Bouzou nous explique donc déjà la GPA éthique. Gestation pour autrui, en attendant la gestation pour l'étrui. Scientifiquement, ça arrivera un jour. C'est-à-dire, on fera des enfants dans des cochons, je pense, si ça finit comme ça, avec un iPhone, peut-être. Et parce que Nicolas Bouzou, il est ultra-libéral et il n'aime pas les conservateurs. Il n'aime pas les réactionnaires qui se disent non, quand même... Peut-être que parfois, il ne faut pas trop toucher à la nature, il ne faut pas trop toucher à la société comme elle est. Et Nico, il n'aime pas ça. Même s'il s'appelle Bouzou. Bouzou, c'est gentil. Tu sais, il y a un côté bisou. Bisou ou Bozo le clown, c'est un mélange des deux. C'est Bouzou le clown. Et ben Nico, parfois, il peut sortir les muscles. Enfin, les muscles, il y a sûrement un pote à lui qui est musclé. Il écrit, parce qu'il n'aime pas ça. Concernant la GPA. On est loin de l'achat d'enfants sur commande décrit par certains conservateurs. Parce que tu as des conservateurs qui parfois disent oui, voyez-vous, la gestation pour autrui, ça va rendre possible le fait de choisir un enfant sur catalogue. C'est-à-dire que les gens qui veulent faire la gestation pour autrui vont sélectionner la mère porteuse, parce qu'il en faut une. Peut-être qu'un jour, ça sera dans un air fryer, mais pour l'instant, il faut une mère porteuse. Et donc, ils vont la sélectionner en fonction de ses caractéristiques physiques, de son QI et tout ça. Il y a des conservateurs qui disent ça. Et Bouzou, le clown, il n'aime pas. Il a dit, en plus, c'est pas vrai. On est loin de l'achat d'enfants sur commande décrit par certains conservateurs. Alors, on avance. Page 69. Donc, c'est 2 pages après. C'est pas loin. Tu vois, regarde, je te montre une page. Il n'y en a qu'une au milieu. Alors, peut-être qu'après, il n'a pas lu son livre. Ça, c'est possible aussi. Mais Nico Bouzou, il nous explique, il nous parle du marché de la GPA aux États-Unis. Et il dit que le coût d'une GPA éthique peut atteindre 150 000 $. Donc déjà, en termes d'éthique, on est bien. Là, c'est éthique à Nicomac, quasiment. Quasiment. Alors bon, il nous explique, machin, nanani. Puis après, il parle des agences qui proposent la GPA. Et rappelle-toi, la GPA, c'est pas du tout le fait de choisir comme ça sur commande un gosse. Attention, ça c'est les conservateurs. Et d'ailleurs, il développe, page 69, Nico Bouzou, il nous dit « Aux États-Unis, l'agence propose d'abord une liste de donneuses d'ovocytes. Les parents d'intention choisissent ces caractéristiques transmissibles à l'enfant. Couleur des cheveux, des yeux et de la peau, maladie et même CV, censés donner une indication sur le QI. »
Mais c'est pas choisir un enfant sur commande. Attention quand même, hein. Pas de conservatisme, hein. Non, parce que ça peut aller très très vite, hein. Les gens qui disent oui, ça revient à choisir sur commande. Pas du tout. Ils choisissent les caractéristiques transmissibles à l'enfant. Mais c'est pas sur commande, hein. C'est comme une borne au McDo, tu sais, la borne au McDo. Maintenant, tu peux enlever, tu prends ton Big Mac, si t'aimes pas, t'enlèves les cornichons. Bon, bah, c'est pareil. Mais c'est pas pareil. Et d'ailleurs, il a un contre-exemple, Nico Bouzou. Il creuse un peu parce qu'il dit, tu vois, il y a Anarchy08 dans le chat qui dit, vous avez dit eugénisme? Tot. Non. Ben, c'est exactement ce qu'il dit, Nico Bouzou. Il dit, il s'agit donc bien d'une forme d'eugénisme, en ce sens que les parents essaient d'avoir une influence sur certains traits de leur bébé. On peut s'en émouvoir. Je passe rapidement là-dessus, parce qu'il y a quelques jours, je vous ai déjà fait le passage, et j'en ai d'autres. Donc, mais il te dit quand même qu'on peut s'en émouvoir. Il te dit, oui, c'est de l'eugénisme. Les nazis, Hitler, c'est pas bien. Là, tu peux t'en émouvoir. Il te donne le droit de t'en émouvoir. Et d'ailleurs, il continue, parce qu'il a un contre-argument. Pour ceux, les réactionnaires, conservateurs d'extrême droite, nazis, qui se diraient, oh, quand même, c'est pas bien l'eugénisme. Ça pique. Et ben, Nico Bouzou, il te dit, ce serait oublier que, dans le cadre de la procréation traditionnelle, on aime aussi se dire que si le partenaire est doté d'un physique et d'une intelligence avantageuse, c'est bon pour l'enfant. Le mec est anthropologiquement à deux doigts de découvrir comment on construit un couple, hein, comment un couple se construit par attirance mutuelle pour des caractéristiques physiques données. Tu vois. Et il dit, souvenons-nous quand Jean-Jacques Goldman chantait dans « Elle a fait un bébé toute seule », elle a choisi le père en scientifique pour ses gènes, son signe astrologique. Cela nous amusait, c'était pourtant une forme douce d'eugénisme. Donc, from Goebbels to Jean-Jacques Goldman, on est dans le truc. Donc ça, je vous l'avais déjà dit la dernière fois. Mais depuis, j'ai fini le livre. Et il y en a plein d'autres, hein, des passages comme ça. Ah bah c'est sympa, hein. Tu vois, qu'est-ce que je peux te dire, par exemple, Le meilleur des mondes, le livre d'Aldous Huxley que vous connaissez peut-être, une des grandes références de la littérature dystopique, avec 1984 bien évidemment. Côté cinéma, on peut parler de Soleil Vert ou Bienvenue à Gattaca, et toujours côté bouquin, il y a Le meilleur des mondes d'Aldous Huxley, qui est quand même une des grosses refs, si tu veux, sur ces questions-là, et notamment les questions de bébé sur commande. Bébé à la carte, d'ailleurs, qui est un excellent bouquin de je ne sais plus qui sur ces questions-là. Et Nico Bouzou, parce que tu sais, pareil, tu as des affreux conservateurs qui disent ouais, Aldous Huxley avait tout dit dans son livre. Et Nico Bouzou, il t'explique ce qui est dit dans le livre. Je vous lis, hein, il résume un peu l'histoire du meilleur des mondes pour ceux qui ne connaîtraient pas. Les embryons sont traités de telle façon qu'ils développent des caractéristiques qui détermineront leur positionnement social. Les alphas, beaux et intelligents, seront l'élite. Les deltas et les epsilon, petits et laids, seront produits en série et occuperont essentiellement des fonctions manuelles. Ce mode de production permet d'assigner à chacun une place sur le marché du travail en fonction des besoins exprimés par les entreprises. L'accès à la sérénité est assuré par une drogue sans danger appelée Soma. Le roman d'Huxley est souvent présenté comme une critique de la technologie et une anticipation de notre avenir. Tu vois, je me mets un coup d'eau parce que ce qui arrive, c'est salé. Quand tu lis Le meilleur des mondes, pour ceux qui l'ont lu, oui, il y a un côté, effectivement, critique de la technologie, on va pas se mentir, qui permet justement ce genre de choses de bébé sur commande, tu vois. Bon. Et donc, il y a des gens, ils disent, oui, non, c'est pas bien, la technologie, le fait de, comme ça, de créer des bébés sur commande, qui plus est pour nourrir un système capitaliste où l'homme en est réduit à son statut de main-d'œuvre. Et tu sais, il y en a qui y voient une critique du capitalisme. Oh, les cons. Ah non, les cons. Mais non, parce que Nico Bouzou, il nous explique, hein, concernant ceux qui feraient ça, c'est une lecture partielle de ce grand roman. Elle est partielle. Huxley l'a rédigé en 1931. Il avait été marqué par l'utilisation mortifère des technologies pendant la Première Guerre mondiale et par le climat d'insouciance de la Belle Époque. Mais ce qui l'inquiétait avant tout, c'était la montée du fascisme et du nazisme, et la façon dont ces idéologies totalitaires planistes utiliseraient les technologies de la deuxième révolution industrielle, la chimie, l'aéronautique, les transports modernes. Donc il te dit, bon, effectivement, on pourrait y voir une critique... des dangers de la technologie, une sorte d'alliance capitalo-technologique, qui plus est avec l'émergence des totalitarismes, qui s'appuient sur la technologie pour
tuer l'homme, que ce soit sur le champ de bataille, ou améliorer l'homme avec des volontés eugénistes, on pourrait y voir ça. Hein. D'ailleurs, on y voit ça. Mais en fait, non. Non, parce que Nico, il continue. Le meilleur des mondes est autant, si ce n'est plus, une critique du socialisme que du progrès technique. Alors, c'est le premier au monde à avoir vu dans le meilleur des mondes une critique du socialisme. Mais comme il est ultra-libéral, c'est qu'à un moment donné, il faut renverser la vapeur. Sinon, ça se voit que tu défends un projet dangereux en soi, tu vois. Et en fait, ce qui l'inquiète Nico Bouzou pour continuer à développer sur son rapport à la GPA éthique, et pour bien comprendre d'ailleurs, en étant sérieux quand même, hein, Nico Bouzou nous dit ce qui relie ce que je vous disais avant sur la GPA éthique et sur le meilleur des mondes. Pour lui, ce qui est inquiétant, c'est moins la disparition de l'accouchement que la nationalisation de la procréation, ou sa monopolisation dans des mains privées, ce qui revient au même. Les embryons sont développés dans une structure étatique et la notion même de famille a disparu. L'État contrôle une technologie hyperpuissante et achète la paix sociale en distribuant une drogue. Le fonctionnement du marché du travail est planifié. La liberté est contrainte politiquement et biologiquement. Ce que montre génialement Huxley, c'est la façon dont un État peut s'emparer et maîtriser une technologie en annihilant les libertés individuelles. Donc, je quitte le terrain de la blague 3 minutes pour bien comprendre où en est l'ultralibéralisme aujourd'hui. Et Nicolas Bouzou en est l'exemple le plus cynique. C'est-à-dire que ce qui les dérange, ce qui dérange les gens qui adhèrent à cette pensée-là, ça n'est pas du tout la GPA, ça n'est pas la marchandisation du corps, ça n'est pas la réification du corps. C'est l'expression qu'on entend le plus souvent. La réification, étymologiquement, c'est transformer quelque chose en chose. Res, c'est la chose en latin, si je dis pas de conneries, ou en grec, res publica, la chose publique. La réification, c'est transformer le corps, c'est transformer quelque chose en chose. Et transformer un élément en chose. En l'occurrence, réifier le corps, c'est transformer le corps en marchandise, en chose échangeable. Donc, je loue ton ventre, tu m'achètes mon rein, je te prête un œil. Mon fion Airbnb, enfin voilà, après chacun choisit la méthode de marchandage, mais chez les ultra-libéralistes, le problème n'est pas là. À partir du moment où on a un consentement libre et éclairé, c'est là où d'ailleurs on pourrait s'arrêter sur l'importance du consentement dans le discours contemporain, c'est qu'on en parle beaucoup. Il y a le consentement défendu dans un mouvement MeToo, et ça, complètement d'accord, mais la notion de consentement, aujourd'hui, elle est de partout. Et surtout dans la possibilité d'installer des marchés, notamment liés au corps, à partir du moment où il y a ce fameux consentement. Et pour les questions liées à la GPA, c'est pareil. Le discours ultra-libéraliste n'y voit aucun problème. Si les gens sont d'accord, après on régule. L'État est là pour faire des lois. Hein, dans la vision ultra-libérale, l'État doit être réduit à sa portion la plus congrue. C'est-à-dire que l'État est là pour faire 3-4 lois, sous le coup des lobbies, faut pas déconner, il n'est pas complètement les mains libres. Il fait des lois, mais on ne lui en demande pas plus. Tous les autres, tout ce qui peut être transformé en marché doit être transformé en marché. La santé, l'éducation, la guerre, le corps humain, tout ce que vous voulez. L'ultralibéralisme, c'est ça. L'État est là pour fixer plus ou moins les règles du jeu. Le reste, tout ce qui peut être marchandé, doit être marchandé. Donc, sur la question de la GPA, l'ultralibéraliste s'en fout, en fait. Que ça vous choque, vous, les affreux conservateurs, héritiers d'une morale du Moyen-Âge, qui refusent de louer votre bide, si ça vous choque, c'est votre problème, vous êtes des affreux conservateurs. Le vrai danger, c'est que tout cela soit au centre d'un monopole. Et Nicolas Bouzou nous le dit, que ce soit un monopole public ou privé, parce que l'État en est réduit à une entreprise comme les autres, qui, certes, est capable de donner quelques règles du jeu, mais pas plus. L'État est une entreprise comme les autres. Donc il ne doit pas y avoir de monopole pour l'équilibre pur et parfait du marché, y compris pour l'État. Pourquoi l'État aurait le monopole de la santé, de l'éducation, de la sécurité, et vous pouvez multiplier les exemples à l'envi. Et c'est vraiment passionnant. Ce bouquin, je faisais des blagues pour vous amener le truc, mais je trouve sincèrement qu'il est passionnant parce que c'est une plongée dans la vision ultralibérale. Donc vous voyez déjà le niveau des arguments, ce que je vous disais tout à l'heure, le mec te compare ça à une chanson de Jean-Jacques Goldman, qu'on embrasse, je vois pas ce qu'il fout là, le pauvre Jean-Jacques, on l'embrasse évidemment, et ce qui inquiète Nicolas Bouzou, c'est le risque de monopole. Sur le fait qu'on loue des ventres, ce qui l'inquiète, c'est qu'il n'y ait pas
un certain nombre d'entreprises qui puissent en profiter. Donc je ne sais pas si on se rend compte du rapport, en fait, du cynisme qui se détache de ça. Et j'ai pas fini. Parce que, tu vois, il développe un peu plus loin, hein. Il parle de... il y a une partie qui s'intitule La politique de la techno-fertilité. C'est vrai que notre cher président nous l'a dit, il y a aujourd'hui le défi du réarmement démographique. Autrement formulé, il faut baiser. Donc, Nicolas Bouzou nous explique un peu que tout ça est aussi un marché aujourd'hui. Marché pour lutter contre la fertilité, avec des traitements, des médicaments, des opérations, tout ce que vous voulez. Et il nous dit, la Chine et la Russie ont des ambitions géopolitiques légitimes et affirmées, devenir une puissance pour la Russie, devenir la principale puissance du monde pour la Chine. Ces deux pays savent qu'il leur faut, pour cela, conquérir l'ensemble des attributs de la puissance, technologique, économique, militaire et culturelle. Donc il nous explique le contexte un peu géopolitique, et notamment les enjeux sur la fertilité. Et à un moment donné, Nicolas Bouzou, il nous parle de la Hongrie. Orban, l'extrême droite, méchant, pas gentil. Ouh, le vilain Orban. Il te dit, hein, l'idée d'Orban, parfaitement illibérale, et que l'État facilite l'utilisation, voire développe lui-même ces technologies. Donc en l'occurrence, des technologies techno-fertilité, tu vois. Tout faire pour améliorer la fertilité, pour le renouvellement des générations, l'amélioration de la démographie. Vous voyez toutes les questions liées. Et bien, vous savez ce qui l'inquiète chez Orban ? C'est pas tant qu'il y ait des technologies pour améliorer la fertilité et tout ça. Le problème, c'est que ce soit entre les mains de l'État. C'est fou, on y revient toujours là, hein. Il nous dit « L'attitude hongroise n'est pas moins contestable éthiquement que les politiques russes ou chinoises, car elle veut s'approprier la technologie dans un but précis. Comment voir d'un bon œil la nationalisation d'hôpitaux spécialisés dans la fertilité après avoir lu Aldous Huxley ? Rien ne serait plus dangereux qu'un État qui mettrait sa main puissante sur ces innovations. La devise du Brave New World d'Huxley est « Communauté, identité, stabilité ». Elle cadre parfaitement avec la politique d'Orban. Ce n'est pas le libéralisme qui nous rapproche du meilleur des mondes, mais son exact inverse, l'illibéralisme nationaliste. Ouais. On résume. T'as le droit de tout acheter, tout marchander, tout négocier, mais pas l'État. C'est-à-dire qu'une entreprise hongroise ait trouvé un truc pour vendre aux gens pour la fertilité, hein, il en faudrait 2 ou 3, tu vois, qu'on n'ait pas trop un monopole, ça c'est super. Louer des ventres pour des GPA, ça c'est super. Foutre des puces dans le cerveau pour implanter je ne sais quelle technologie, ça c'est super. Le vrai danger, c'est quand tout ça est entre les mains de l'État. Voilà. Hein, le vrai danger, l'illibéralisme nationaliste. Ah, je l'avais pas vu venir, celle-là. Je vais pas te mentir, je l'avais pas vu venir. Et là, bon, là on monte un petit peu quand même, on monte un petit peu en gamme. Là, ça devient un petit peu musclé. Donc, si vous êtes déjà énervé avec ce que je vous ai lu, respirez un coup, faites-vous un café, parce que là, ça devient un petit peu tendu. Parce que on continue. Tout à l'heure, je vous ai dit, Nico Bouzou, tu vois, il t'a parlé de l'eugénisme. Concernant la GPA, on pourrait se dire, bah ouais, des gens qui choisissent une mère porteuse en fonction des caractéristiques que pourrait avoir l'enfant après l'accouchement, ça s'appelle de l'eugénisme. Choisir un humain ou vraiment définir comme ça l'humain un être en fonction de caractéristiques et tout, c'est la définition pure et parfaite de l'eugénisme. Et il t'a dit tout à l'heure, il t'a dit non, c'est parce que Jean-Jacques Goldman. Voilà. L'argument vaut ce qu'il vaut, mais... c'est Nico Bouzou, il a une société de conseil. Moi, j'ai une chaîne Twitch, donc tu vois, c'est pas pareil. Et là, Nico Bouzou, concernant l'eugénisme, parce qu'il nous explique, oui, mais bon, c'est vrai, un peu l'eugénisme, la Seconde Guerre mondiale, les nazis, il y a une mauvaise image de l'eugénisme. Si, parce que ça renvoie une image, tu sais, aux nazis, les camps de concentration, les camps d'extermination, ça renvoie une image qui est connotée négativement. Et il trouve que c'est pas bien. Si. Je vais vous lire, regarde. Page 90. Tiens. Les Européens devraient se contraindre et prononcer ces mots, entre parenthèses, eugénisme, manipulation génétique, etc., les travailler, les ramener à leur neutralité technologique avant de reconstruire une éthique et une régulation de la sélection et de la manipulation des embryons. Car si pour les nazis l'eugénisme a servi des buts raciaux, il est du devoir des scientifiques rationnels et des philosophes d'expliquer qu'il peut aussi viser des objectifs bienveillants.
Il y eut un eugénisme avant le nazisme. L'hygiénisme du 19e siècle souhaitait que les parents s'accaparent asepsie et antisepsie, transmettent les bons réflexes à leurs enfants et donnent naissance à des générations d'individus sains. La bioéthique européenne doit pouvoir trouver sa place quelque part entre le bioconservatisme et le bioanarchisme. Ah, j'ai eu du mal à la saisir, celle-là. Parce que j'ai 30 ans au moment où je vous parle, ça fait 30 ans qu'on m'explique l'eugénisme, c'est pas bien, tu vois. Et en fait, ce que les gens ne savaient pas, si tu traduis ce qu'ils nous expliquent, c'est que l'eugénisme, ça revient plus ou moins au même que le Doliprane. Si. Se soigner pour aller bien, pour lui, c'est la même chose que sélectionner un gosse sur catalogue. C'est la même visée. C'est tout pareil. Alors, on a une confusion, évidemment, qui nous ramène plus sur 1984 que le meilleur des mondes, et encore que, on retrouve dans ces dystopies la volonté de manipuler les termes, mais Nicolas Bouzou est extraordinaire, parce que dans le même bouquin, il nous explique l'importance de ces livres, il faut bien les comprendre, il faut les machins, mais c'est exactement ce qu'il fait, avec des mots derrière qui ne veulent rien dire. Bioconservatisme, bioanarchisme, une bioéthique européenne, tout ça pour décharger la connotation négative de l'eugénisme. Je ne sais pas si on se rend compte de l'ampleur du but contre son camp. Déjà, c'est pas un but contre son camp, c'est un triplé qu'il nous offre. Triplé, retourné acrobatique, roulette sur le gardien. Parce qu'il nous dit, bon, oui, l'eugénisme, c'est pas bien. Parce que, en fait, à cause de ces vilains nazis, on a gardé en tête l'idée que sélectionner des humains, faire des tests sur des humains, essayer de sélectionner des individus en fonction de la race ou à l'inverse les éloigner, bon, effectivement, c'est pas bien, mais on nous a appris à considérer ça comme pas bien. Parce qu'en fait, si tu fais abstraction des nazis, ou le vilain Hans, si tu fais abstraction de ça, ça va. Non, c'est bon. En vrai, si tu oublies ce détail que sont les nazis, c'est bon. L'eugénisme, c'est une croisière en Méditerranée. Oui, si. Alors, bon, les conservateurs, les cons, dont je fais partie, pourraient opposer à Nicolas Bouzou, oui, mais quand même, même si on oublie 2 minutes, bon, les nazis, vraiment vite fait, tu vois, la petite page vite fait de l'histoire, t'en arrives quand même à une situation où aujourd'hui, les agences qui proposent la GPA aux États-Unis, en Ukraine et dans bon nombre d'autres pays montrent un catalogue avec des mères porteuses. Par exemple, je prends un exemple volontairement excessif. 2 parents blancs, 2 pères, 2 mères, 2 chinchillas, je sais pas, se disent tiens, je veux un enfant qui nous ressemble. Là, ils voient une mère porteuse qui est noire. Du coup, ils vont l'enlever, ils vont tourner la page, tu vois. Ce qui pourrait s'apparenter à du racisme. Aujourd'hui, qu'il y ait des pansements non noirs en France, c'est du racisme. C'est Rokhaya Diallo qui nous le dit. Donc ça passe. Quand on fait abstraction des nazis, ça c'est bon du coup. Sélectionner l'individu à naître en fonction de la couleur de peau, du QI, de la couleur des cheveux, des machins. Si tu oublies les nazis, ça passe. Ah, c'est écrit, c'est pas moi. Et c'est vrai qu'il fallait l'inventer, celle-là. Fallait l'inventer. Alors, j'en ai peut-être encore quelques-unes. Parce que de toute façon, vous avez compris l'idée générale. C'est un guide. Et d'ailleurs, je crois que ce serait trop facile de dire que Nicolas Bouzou est taré ou que l'idéologie néolibérale est tarée, complètement dingue. Ce serait beaucoup trop facile de l'écarter d'un revers de la manche. Je pense sincèrement que tout ça est très sérieux. Tout ça est très sérieux et qu'il y a une conception économique qui se dessine, qui est l'absolue possibilité de marchander tout ce qui peut être et tout ce qui doit être marchandé autour de nous. Donc ça se matérialise comme ça. Et d'ailleurs, pour ceux qui se diraient « Ah oui, mais quand même, la morale... » Non. Et te lis, regarde, page 114. La morale, enfin, pour un libéral, la morale est une affaire privée. Voilà. Donc, qui dit affaire privée, dit « ça peut s'acheter ». Tu peux bricoler. Tu peux acheter de la morale. Donc, voilà un petit peu, les amis, ce que je voulais vous dire là-dessus, sur ce bouquin. Je crois qu'il n'y a pas énormément de choses à développer. Ça me semble assez clair. C'est un guide que je vous invite à lire. Je vous invite à le lire vraiment pour vous faire une idée déjà. Et aussi pour bien comprendre pourquoi les questions liées à la GPA, liées à ces sujets-là. Et d'ailleurs,
ce serait intéressant de savoir pourquoi on ne fait pas de référendum sur ces questions-là. Parce qu'après tout, on parle de sujets socioculturels. Je crois que tous les citoyens auraient leur mot à dire là-dessus. Et curieusement, il y a peu de pays où on fait un référendum pour, par exemple, l'ouverture à la GPA. L'ouverture de la GPA, des droits à la GPA en France, ce serait intéressant. Ce serait un bel exemple de démocratie que de dire, après tout, on ne va pas régler ça dans les pages de Télérama. On pose la question aux citoyens et puis on verra ce que ça donne. Paradoxalement, il n'y en a pas. Mais ce qui est intéressant à comprendre, c'est l'aspect purement marchand de tout ça. Dans un sens comme dans l'autre, quand on vous parle du bien-être, du droit à l'enfant, maintenant on vous parle apparemment c'est un droit d'avoir un enfant, vous avez des représentants d'ampleur comme Christophe Beaugrand, des gens comme ça qui militent sur les réseaux sociaux, ou Marc-Olivier Fogiel, non pas Marc-Olivier Fogiel, on a eu quel autre animateur TV qui a raconté sa PMA aux États-Unis? Non, je crois que c'est Christophe Beaugrand qui a fait un bouquin là-dessus. Voilà, 150 000 $, enfin autour de 150 000 $, et il t'explique que non, il y a l'argent n'entre pas en ligne de compte, il n'y a pas de problème, tout le monde est bien respecté, c'est pas un marché, c'est pas tout ça. Bon ben voilà. Au fond, la question du bien-être, la question du respect des individus et la question de la morale, je vous en parle même pas, on s'en fout en fait. Aujourd'hui, quand vous opposez l'argument, est-ce que moralement on peut louer un ventre? Parce que on peut prendre le sujet par 14 angles différents, on en revient toujours à la même chose. Quand vous donnez une somme d'argent à quelqu'un d'1 euro à 150 000 $ pour une gestation de 9 mois, vous récupérez votre bébé, merci, au revoir, ça s'appelle une location. Après, on est d'accord, on n'est pas d'accord, on y attribue des valeurs morales ou pas, chacun fait ce qu'il veut, mais c'est clairement un principe de location, c'est un principe marchand. Quand les gens opposent un argument moral, qui est de dire c'est bien, c'est pas bien, dans un sens comme dans l'autre, ceux qui militent pour la GPA ou ceux qui militent contre, en parlant de GPA, mais on peut parler d'autres sujets. Peut-être qu'un jour, le débat autour de la location d'organes se posera, enfin du don d'organes payant se posera. Après tout, vous avez 2 reins, on peut très bien vivre avec un seul. Voilà. Il y a des gens qui vont vous dire c'est bien, c'est pas bien, qui vont argumenter avec des références philosophiques, psychologiques, culturelles, tout ça. Pour un néolibéral, la seule question qui se pose, c'est combien ça coûte. C'est tout. Demain, la GPA représente un marché de 10 millions de $ annuels, tout le monde s'en cire. Et personne ne milite pour ça. Aujourd'hui, le marché de la GPA, on peut essayer de trouver des statistiques là-dessus. Voilà, si on regarde un petit peu, on a un article là du Figaro, alors pêle-mêle, là je fais la recherche avec vous, l'incroyable marché américain des mères porteuses, article de 2013 du Figaro, il y a plus de 10 ans. Est-ce qu'on a des chiffres un peu là-dessus? Nanana. Plus de 10 000 volontaires chaque année. La donneuse reçoit entre 5 000 et 10 000 $ et l'agence presque autant. C'est dire. Alors, faudrait trouver quelque chose d'un peu plus carré quand même. J'essaierai, voilà, la gestation pour autrui côté business, un article du Monde. Des prestations facturées au prix fort. Donc, ouais, même Le Monde est quand même raccord là-dessus. De 30 000 à 170 000 € selon le pays. Voilà, faudrait que je cherche un petit peu, les amis. Je vous ferai un truc un peu plus carré avec les chiffres. Mais voilà, n'oublions pas que, et ce bouquin nous en apporte la preuve pour finir là-dessus, que quand vous vous demandez si c'est bien ou mal, certains se disent combien ça coûte. Et tout le problème vient de là. Tout le problème vient de là sur ces questions d'apparence sociétale, mais de finalité commerciale. Voilà, elle est pas belle ma conclusion.